Cet invité, c'est Loïc Prud'homme, député La France Insoumise de Gironde. Bonsoir, vous avez dirigé notamment la commission parlementaire sur l'alimentation industrielle et vous êtes l'auteur de ce livre, Malbouffe. On va en parler dans un instant, mais vous connaissez le principe de ce rendez-vous, c'est de vous faire réagir à l'actualité. Et justement, aujourd'hui, on a appris que le Val-de-Marne avait décidé de bannir tout simplement l'utilisation du glyphosate. C'est quoi votre réaction ? Une réaction plutôt très agréablement surpris. En fait, cette décision va dans ce mouvement qui fait suite aux premiers arrêtés municipaux pris par le maire de Languette, M. Daniel Cueff, qui a été suivi par plusieurs autres maires. Et là, c'est un département tout entier qui dit voilà, il faut en finir avec le glyphosate. Et d'une manière générale, le signal qui est envoyé, c'est en finir avec les pesticides les plus dangereux qui polluent notre environnement, qui polluent non seulement l'air que l'on respire, mais aussi les produits que nous mangeons, puisqu'il y a bien sûr la production agricole qui est en jeu. Alors, il faut préciser que vous avez une formation d'agronome. Vous avez d'ailleurs été extrêmement présent lors des débats sur le glyphosate, que vous avez qualifié de scandale sanitaire majeur. J'ai une question. Est-ce qu'en Gironde, vous pourriez vous demander justement à ce qu'on interdise l'utilisation du glyphosate définitivement ? Mais non seulement je pourrais le demander, mais je l'ai fait. Je l'ai fait il y a un petit peu plus d'un an, puisque j'étais porteur d'une proposition de loi qui demandait à ce qu'il y ait des zones sans pesticides qui soient cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens qui soient utilisés dans un rayon de 200 mètres autour des habitations ou même des lieux publics. Et donc, pourquoi j'ai fait cette proposition-là ? Parce que les alternatives existent et qu'il est aujourd'hui possible d'avoir des plans de traitement sans ces pesticides les plus dangereux et que c'est tout à fait réaliste et réalisable. Ça permet une production agricole de qualité et en plus qui est saine pour les consommateurs qui, derrière, ont à consommer les produits. On a l'impression que la santé passe toujours après la productivité. Il faut se battre en permanence et parfois même enfreindre des lois ou des arrêtés pour finalement tirer les sonnettes d'alarme. Vous avez raison, c'est ça qui, moi, je trouve, est le plus dramatique dans cette affaire où cette vague d'arrêtés municipaux fait face à, en fait, une crispation de l'État qui dit bah non, on va attaquer ces arrêtés parce qu'on est aujourd'hui pas en capacité de répondre à cette demande sociétale, à cette demande sanitaire qui est vraiment prégnante aujourd'hui, puisqu'on voit que les pathologies, les épidémies de pathologies chroniques, c'est pas une légende. Il y a des rapports circonstanciés de l'INSERM, notamment le dernier de 2013, qui dit qu'il y a un lien très direct. Pourquoi ces rapports ne sont-ils pas pris en compte directement ? Et parce que, vous l'avez dit, ça remet en cause aussi des façons de faire, des lobbies très puissants, les lobbies de la chimie agricole, qui sont aujourd'hui vraiment très forts, qui pèsent beaucoup. On est le deuxième pays européen consommateur de produits phytosanitaires. Et donc, voilà, c'est ça qui fait la problématique. C'est effectivement le tiraillement sans cesse entre l'intérêt sanitaire de la population tout entière et des enjeux économiques. Et moi je dis, il faut sortir de ça parce que c'est une fausse guerre en fait, parce que on peut faire sain, mais on peut aussi faire en sorte que l'économie et l'agriculture fassent vivre les agriculteurs avec des pratiques meilleures. Alors c'est votre premier mandat, vous découvrez la politique en quelque sorte. Est-ce que vous êtes surpris parce que vous découvrez, vous parliez des lobbies, vous menez des combats et vous essuyez des échecs? Bon, c'est vrai que vous êtes le seul député la France insoumise dans votre région, mais ça vous surprend ce que vous voyez de la politique? Alors ça me surprend parce que moi j'envisage ce mandat comme celui d'un mandat au service de l'intérêt général. Donc quand je vous dis protéger les populations plutôt que des intérêts financiers particuliers, c'est comme ça que je l'envisage. Et je m'aperçois que malheureusement c'est pas une façon de faire qui est partagée sur tous les bancs de l'Assemblée nationale où on voit que des intérêts particuliers ont leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et ça je le découvre. Et on voit aussi que les lobbyistes font leur travail de lobbyistes. C'est qu'ils essayent aussi d'influencer ceux qui peut-être un peu naïvement pensent bien faire. Et vous dites à certains moments, tiens, je suis quand même hyper naïf ou Écoutez, non, je pense que j'ai peut-être beaucoup de candeur du fait de mon premier mandat, en tout cas beaucoup d'illusions, mais de la naïveté, non. C'est-à-dire que
je sais reconnaître un lobbyiste quand c'en est un. Et dès les premières semaines de mon mandat, j'ai eu affaire à leurs invitations, ce que j'ai décrit aussi un petit peu dans mon livre, comment dès le petit déjeuner, on vous invite à peine sorti de votre pyjama et de vos pantoufles à aller discuter d'intérêts économiques au pourtour de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il faut une naïveté entretenue pour tomber dans ces pièges. Il y a quelques mois, vous avez fait parler de vous, peut-être un peu malgré vous, lors d'une manifestation Gilets jaunes. Vous avez pris un coup, vous avez reçu un coup de la part de policiers, vous avez été blessé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, comme je l'ai expliqué à ce moment-là, moi je quittais les manifestations bordelaises de Gilets jaunes qui souvent avaient une situation un peu tendue en fin de cortège. Et donc j'étais avec un ami et nous avions, dès les premières tensions apparues, quitté le lieu de la manifestation et nous repartions tranquillement. Moi je rejoignais mon vélo et l'ami rejoignait son tram. Et voilà, on a été dépassé par des policiers qui, me voyant habillé d'un gilet jaune, leur sang n'a fait qu'un tour et se sont mis à taper avant de poser des questions, le temps que je me fasse connaître et qu'ils me disent que je n'avais rien à faire ici, à cet endroit-là, malgré la Constitution qui me permet d'aller partout où je souhaite pour vérifier justement l'action du gouvernement. Voilà, j'ai pris ce coup-là, mais le pire, c'est pas tellement le coup, c'est plutôt la réaction du préfet derrière, le préfet l'allemand qui aujourd'hui est préfet de Paris et qui a cautionné ces violences au mépris de la Constitution. Et ça, je trouve, c'est le plus grave dans un pays comme la France qui se veut démocratique. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Il était en Amérique du Sud ces dernières semaines. Il vient de rentrer. Vous l'avez vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour les premières questions. Je suis particulièrement ravi de votre question. Un seul être vous manque et, ça, je ne sais pas, et le monde est dépeuplé pour les journalistes. C'est pour vous. Non, mais non. Alors, on l'a aperçu à côté de Lula. Donc, oui, tout à fait. Et que pensez-vous justement de cette tournée sud-américaine ? Mais écoutez, je pense que c'est très intéressant parce que on a beaucoup de choses à apprendre aussi de l'Amérique du Sud, de la façon dont les choses s'organisent. Il a rencontré. C'était le but de cette visite ? Oui, c'était ce but-là, c'était effectivement d'échanger. Il a rencontré l'ancien président uruguayen que j'estime beaucoup, Pepe Mujica, qui est un exemple pour moi de cet engagement politique au service de l'intérêt général, qui a une façon aussi de prôner le bonheur pour les gens et de parler de bonheur et d'amour en politique, et ce que personne d'autre n'avait fait peut-être avant Jean-Luc Mélenchon. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette façon des Américains du Sud d'envisager le rapport à la vie. Et pour répondre à votre question plus directement, Jean-Luc Mélenchon va bien. J'ai appris qu'il avait atterri ces dernières heures à Paris. J'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer puisqu'il se remet quand même du décalage horaire. Mais je pense que vous aurez le plaisir de voir ses interventions dans les prochaines heures à l'Assemblée nationale. Alors, dans votre mission de député à l'Assemblée nationale, vous avez notamment dirigé la commission parlementaire sur l'alimentation industrielle, et vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, Malbouffe, aux éditions Thierry Soucard. C'est quoi la malbouffe ? Ah, bonne question, parce qu'on se fait une fausse idée de ce qu'est la malbouffe. On imagine le hamburger super gras et qui dégouline de fromage fondant. C'est pas seulement ça, et c'est ce que j'explique aussi, c'est que la malbouffe, c'est tout ce que la nourriture industrielle, dont on a besoin dans nos modes de vie aujourd'hui modernes, mais de quelle nourriture industrielle on a besoin. Et la malbouffe, c'est cette part de nourriture industrielle où vous avez trop de sel, trop de sucre, trop de gras, mais aussi des additifs par centaines dans cette alimentation, et qui aujourd'hui, c'est un constat qui est documenté par les scientifiques, amène des épidémies de maladies chroniques, diabète, surpoids, obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, et ça coûte des dizaines de milliards d'euros à la France, et tout le monde tourne la tête, les politiques y compris. C'est pour ça que j'ai souhaité mettre les pieds dans le plat. Alors je vous propose de regarder un reportage justement consacré à la malbouffe, réalisé par une équipe de France Télévisions, qui vous offre donc son regard sur cette malbouffe dont vous parlez dans votre livre, mais aussi à l'Assemblée nationale. Regardez. Elle est apparue en France il y a une cinquantaine d'années, la restauration rapide, révolutionnaire puis qualifiée de malbouffe. Le démontage du McDonald's de Millau marque-t-il le début d'un combat ? Ce 12 août 1999, pour la première fois, les paysans français dénoncent publiquement les effets de la mondialisation. L'Organisation mondiale du commerce vient d'autoriser les États-Unis à lourdement taxer le roquefort aveyronnais, une réponse au refus de l'Union européenne d'importer du bœuf élevé aux hormones. Un homme, José Bové, devient le symbole de cette lutte émergente. C'est ce qui a marqué la prise de conscience pour chacun
que la question de l'alimentation était centrale. Il y avait d'un côté la façon de produire, que ce soit les végétaux, les céréales, la viande, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de ces produits ? 20 ans après, quels sont les résultats de cette mobilisation ? Indéniablement, l'affaire de Millau a contraint McDonald's à travailler son image. L'enseigne a noué de nombreux partenariats en France. Aujourd'hui, elle y achète 75% de ses matières premières. 39 000 éleveurs et agriculteurs français vivent de ces contrats. Avec ces avancées, va-t-on pour autant vers la fin de la malbouffe ? Difficile à dire. Le bio se développe, mais les chaînes de restauration rapide aussi. Plus 15% de magasins sur 3 ans. La France compte 17% d'obèses, un chiffre qui, selon cette scientifique, pourrait bientôt baisser. Il y a eu des campagnes empêchant la distribution de boissons sucrées dans les écoles ou empêchant certaines publicités vis-à-vis des enfants et l'augmentation du taux d'obèses chez les enfants s'est arrêtée. Pour les opposants de Millau, le combat se poursuit. Selon eux, le dernier accord commercial du CETA pourrait encore favoriser la malbouffe. Bon, on a compris que le fast-food, c'est pas le top, d'accord. Mais comment on fait pour bien manger aujourd'hui ? Parce que, par exemple, après la canicule spectaculaire qu'on a vécue cet été, les prix des fruits et légumes ont augmenté. Ça devient presque inaccessible de bien manger. Alors, ce que l'on voit dans le reportage, c'était déjà effectivement le lien qui existait entre agriculture et alimentation, que José Bové avait compris, c'est que la façon dont on produit les aliments impacte sur ce que l'on mange. Et ce que vous dites sur aujourd'hui, quels sont les moyens que l'on a de manger d'une manière saine, effectivement, c'est le vrai problème, c'est comment aujourd'hui on fait en sorte que notre modèle agricole puisse produire en quantité et à des prix abordables, des calories qui soient saines, c'est-à-dire voilà, pas des chips industriels qui coûtent 3 fois rien, mais qui sont des calories vides. Mais on parle même pas de chips, par exemple, un jus d'orange dans le commerce, n'a pas du tout les mêmes valeurs nutritives qu'un jus d'orange pressé. Non, je faisais le parallèle avec les chips, c'est par exemple des calories qui seraient issues de fruits et légumes frais que vous pourriez manger et qui aujourd'hui sont très peu accessibles. Alors il y a deux phénomènes, c'est déjà la part que l'on a consacrée à notre alimentation a baissé de moitié depuis un demi-siècle et le temps que l'on a passé à cuisiner a aussi baissé. Et puis la grande arnaque, j'allais dire, de l'agro-industrie et de la grande distribution, c'est de nous faire croire aussi que manger ne coûtait rien et qu'aujourd'hui finalement on nous vend des choses peu chères alors qu'il faut aussi donner de la valeur à ce que produisent les agriculteurs. Et on va parler du budget alimentation dans un instant. Je vais d'abord aller voir Patricia Loison pour connaître les grandes lignes du journal de 23h. Bonsoir Patricia. Bonsoir Nathanaël. Oh, bonsoir même. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir dans le journal 23h ? La tension, vous le savez, monte au Proche-Orient, provocation et alerte à la roquette. Le Premier ministre Netanyahou, qui est en pleine campagne, a dû être évacué d'un meeting ce soir. Nous ferons le point sur place. Et puis, la guerre contre les pesticides et son combat. Notre invité, Fabrice Nicolino, signe une démonstration implacable sur la collusion entre les géants pharmaceutiques et les instances censées les réguler. Nous lui demanderons si la mobilisation des élus, par exemple, en ce moment, lui redonne espoir. Merci beaucoup Patricia, on vous retrouve dans 7 minutes précisément. Voilà, retour avec notre invité Loïc Prudhomme, député La France Insoumise de Gironde, auteur de Malbouffe. Reprenons le pouvoir sur nos assiettes. Je vais vous demander tout à l'heure comment on fait pour reprendre le pouvoir sur son assiette, mais d'abord expliquez-moi quand la malbouffe est apparue en France. J'allais dire au détour des années 60, alors c'est un peu concomitant, on a été aussi les inventeurs de la grande distribution. Et ça, je veux dire, ça répond à une demande. Alors c'est ce que je disais, c'est qu'on a des modes de vie qui ont évolué. Et donc la nourriture industrielle a permis de répondre à ces besoins, nourriture avec des modes de vie nomades où on a besoin de se nourrir comme ça. Le problème, c'est de quelle nourriture industrielle on a besoin. Et donc, en fait, on a eu ce cercle vicieux, particulièrement dans notre pays, mais ça s'est mondialisé, j'allais dire après, c'est qu'on a eu la concomitance de la grande distribution et de cette industrie agricole, l'agriculture intensive, qui a fait que finalement on a tiré vers le bas le prix de la matière première, puis après le prix de l'alimentation. Et tout ça était un cercle vicieux où finalement on a réussi aussi à faire baisser la part de notre alimentation de moitié en 50 ans. Et du coup maintenant, manger ne vaut rien, et ça ne vaut même plus rien pour les paysans qui ont à produire notre agriculture, qui aujourd'hui ne vivent plus non plus de leur travail. Les produits de l'industrie alimentaire sont forcément moins bons que ceux des producteurs. Rien ne trouve grâce à vos yeux? Si, il y a des choses qui trouvent grâce. Je dis que c'est quelle nourriture industrielle on doit aujourd'hui proposer. Il y a des choses tout à fait
mangeables, saines. On a inventé des procédés aussi pour faire de la nourriture industrielle, la conserver. Je parle à la pertisation, les conserves, comme on connaît, mais d'autres procédés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette nourriture industrielle, ce qui va avec, c'est son corollaire. C'est-à-dire que quand vous avez 338 additifs chimiques autorisés pour pouvoir faire qu'avec des briques élémentaires issues de l'amidon de maïs, du saccharose, ou du surimi ou de la mousse au chocolat. Oui, mais vous le dites, ils sont autorisés. Alors c'est là qu'il y a donc ils sont autorisés par l'Europe, ils sont autorisés, je sais pas, par l'OMS, mais ils sont autorisés. Alors, il n'y a rien d'illégal. Ils sont autorisés par l'Europe. Alors avec ce bémol près, c'est qu'ils ont été autorisés au moment où les agences d'évaluation étaient dans des conflits d'intérêts extraordinaires et que depuis on perdure, où ce sont les industriels qui produisent ces additifs, qui fournissent les dossiers qui vont permettre les autorisations, et on se retrouve donc avec plus de la moitié de ces additifs qui sont tout à fait controversés et qui doivent être réévalués. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens humains de les réévaluer d'une manière rapide. Et surtout, on ne sait pas évaluer les effets cocktails. Il faudrait les interdire. Moi, c'est ce que j'ai proposé. On restreint cette liste à 48 autorisés dans l'agriculture biologique. Alors moi, j'ai une question très indiscrète. Vous faites vos courses comment ? Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, j'ai un petit souci, c'est que mon emploi du temps est un petit peu chargé. Alors, il faut que je sois hyper efficace. Quand l'Assemblée nationale vous laisse 24 heures, est-ce que vous allez forcément au restaurant ou est-ce que vous allez acheter de quoi faire à manger ? Non, je vais acheter de quoi faire à manger. Alors voilà, j'essaye d'aller dans des magasins qui proposent de la nourriture biologique parce que effectivement, j'ai la chance aussi que mon budget me permet de consacrer un petit peu de pouvoir d'achat à acheter des légumes frais et de préparer ma nourriture. Mais surtout, je vais au supermarché comme tous les Français parce qu'on est à 80%, on fait nos courses en supermarché ou des moyennes surfaces. Mais je fais en sorte d'éviter au maximum tout ce qui est aliments ultra transformés parce que je sais que dedans, c'est un cortège d'additifs et puis surtout de sel et de sucre dans des proportions qui sont 2 fois supérieures aux recommandations de l'OMS. Et ça, c'est très dangereux pour notre santé. Le nerf de la bière, on a bien compris, c'est la transformation. Alors, j'ai envie de vous dire, quelles sont les solutions pour, comme vous dites, reprendre le pouvoir sur son assiette? Je fais quoi? Je fais pousser sur ma terrasse, dans mon petit bout de jardin, mes tomates? Si vous êtes motivé, pourquoi pas? Mais je pense que ça va être difficile de faire toute l'année. Et puis, au bout d'un moment, les tomates... Voilà, pour toute l'année. Et puis, pour bon nombre de personnes, c'est impossible. Donc, c'est privilégier autant que possible des produits qui ne soient pas transformés. Réapprendre à cuisiner, parce qu'en fait, quand on cuisine, ça coûte peu cher de préparer des plats. Ça veut dire aussi comment on réfléchit sur la composition de notre assiette. On parle beaucoup des protéines carnées qui aujourd'hui sont de basse qualité, dont on a très peu besoin. On peut réduire drastiquement jusqu'à 80%. Et il faut le faire. C'est une réflexion qui s'apprend quelque part. Ça veut dire quoi? Il faut mettre un prof de cuisine dans toutes les classes? Moi, j'ai proposé que cette éducation élémentaire, qui est celle de bien se nourrir, elle soit obligatoire, en tout cas qu'elle soit proposée de l'école, donc de la maternelle au collège, 1 heure par semaine. Ça a été retoqué sur ma proposition de loi. C'est fort dommage parce que les enfants qui sachent compter, lire, écrire, mais si c'est pour acheter de la nourriture industrielle qui va les rendre malades, je préférais qu'ils aient ces savoirs fondamentaux, pour savoir bien se nourrir, faire la cuisine et apprendre à reconnaître des aliments ultra transformés et à se nourrir mieux. Voilà, la malbouffe selon Loïc Prudhomme, député La France Insoumise de la Gironde. Merci à vous de vos explications.